Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et entre une histoire assez dingue que nous racontent les échantillons de Bennu, ramenés par Osiris Rex, la recherche de la vie dans l'océan de la lune saturnienne Encelade, Ariane 6 qui se prépare à décoller, de mauvaises surprises avec le télescope spatial européen Euclide, et encore d'autres, on peut dire que, comme d'habitude, les actualités spatiales dignes d'intérêt n'ont pas manqué ces derniers jours, et comme quasiment chaque semaine, je vous propose de revenir ensemble sur l'essentiel à en retenir. Mais avant de commencer, et comme d'habitude aussi, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, je vous propose de commencer en douceur avec deux actualités lunaires pour changer. En plus du réveil de l'atterrisseur lunaire japonais Slim dont je reparlerai plus longuement la semaine prochaine, l'orbiteur lunaire russe Luna 26 continue en effet son assemblage et de nouvelles photos de ses avancées ont été publiées. Si tout se passe bien et en espérant que l'échec facilement évitable de Luna 25 ne se reproduira pas, Luna 26 devrait se placer en orbite lunaire en 2027 et aider à cartographier les ressources présentes sur notre satellite. Mais assez parlé de la Lune, car ces derniers jours, un autre objet du système solaire allait faire parler de lui. Et pour ça, on va reparler des échantillons de l'astéroïde Bennu ramené par Osiris Rex, avec, cette fois encore, une nouvelle surprise et une découverte assez intéressante. Alors, je ne vais pas revenir longuement dessus, mais il y a un peu plus d'un mois déjà, on apprenait que le conteneur d'échantillons de l'astéroïde avait enfin été ouvert, après une assez longue suite de mésaventures et surprises lors de son ouverture, entre des poussières d'astéroïdes incrustées un peu partout qu'il fallut méticuleusement récupérer, et un conteneur refusant de s'ouvrir. Mais désormais, les premiers échantillons ont déjà été analysés et ont commencé à parler, et sont même disponibles depuis quelques jours pour des projets de recherche scientifique indépendants. Et l'histoire que nous racontent ces échantillons est assez incroyable, et nous fait aussi remonter au temps précédant la création du système solaire. Rien que ça. En effet, déjà plusieurs éléments trouvés portent la signature d'une origine remontant à avant le système solaire. Que ce soit des géantes rouges qui soufflent leur enveloppe externe dans l'espace, ou des supernovas disséminant plein d'éléments lourds dans l'univers, il se confirme avec ces échantillons que la naissance du système solaire a elle-même été façonnée par plusieurs morts d'étoiles. Mais Bennu semble aussi cacher une autre histoire, tout aussi impressionnante. Dans son passé, l'astéroïde semble en effet avoir été au contact d'eau probablement liquide, d'argile, de sel et aurait visiblement fait partie d'un petit monde glacé comparable à Encelade, le tout en s'étant peut-être formé au-delà de l'orbite de Neptune. L'objet a ensuite lentement migré vers l'intérieur du système solaire, a vécu une collision cataclysmique courante dans les jeunes systèmes planétaires, et le plus gros fragment de cet objet nous livre les secrets de son passé. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est une mine d'or pour comprendre l'évolution du système solaire, l'arrivée de l'eau sur Terre et plein d'autres éléments. Mais malheureusement, l'eau n'a pas que des avantages, et ça, le télescope spatial européen Euclide, lancé le 1er juillet 2023, en a fait les frais. En effet, vous n'êtes pas sans le savoir, mais sur Terre, l'atmosphère contient de l'eau. Et même si de gros efforts sont déployés pour réduire ce problème, lorsqu'un satellite est assemblé puis préparé pour son lancement, et même si on parle évidemment de faibles quantités, il y a toujours un peu d'humidité qui peut être embarquée lors du lancement. Par la suite, cette humidité va lentement s'évaporer de l'appareil et finir par en partie se coller à certaines surfaces, donnant alors naissance à une très fine couche de givre. Et c'est exactement le problème rencontré avec le miroir du télescope spatial Euclide, télescope qui doit scanner des milliards d'objets pour aider à comprendre l'expansion de l'univers et l'origine de la matière noire. Or, ce givre, qui représente une couche aussi épaisse qu'un brin d'ADN, a progressivement dégradé les capacités du télescope et la qualité de ses observations. Pas du tout au tout, certes, mais c'était quand même un problème. Il fallut ainsi mettre au point une procédure de dégivrage adaptée au miroir d'Euclide, et le 20 mars, le problème fut ainsi réglé sans impact sur le fonctionnement du télescope. D'ailleurs, cette procédure pourrait être utilisée à plusieurs reprises au besoin, et n'est donc pas à usage unique. Mais le télescope spatial Euclide n'allait pas être la seule occasion de la semaine de parler de glace. En effet. La lune saturnienne Encelade allait en effet avoir droit à deux actualités qui peuvent en théorie mener à la découverte de la vie dans son océan, situé sous sa croûte de glace.
Pour commencer, mais notez que je reparlerai de tout ça très bientôt je pense, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, une récente étude vient montrer un phénomène très intéressant. Si la vie bactérienne existe sur Encelade, et si elle est comparable à ce que l'on trouve sur Terre, certaines bactéries pourraient se retrouver piégées dans les petites poussières de glace émises par les geysers de la Lune. De plus, la membrane qui entoure les bactéries pourrait ensuite laisser des traces détectables directement à la surface de la Lune, et avec nos moyens actuels ou concevables dans un avenir proche, nous pourrions alors détecter les traces chimiques de la vie sur Encelade. Et il se pourrait bien qu'il ne faille pas attendre trop de décennies pour lever le mystère. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, et grâce à un rapport de scientifiques définissant les priorités d'exploration pour les grosses missions européennes jusqu'en 2050, a en effet maintenant Encelade comme prochaine cible à visiter. Si les idées se bousculent encore, allant de l'orbiteur à l'atterrisseur et même avec l'idée un peu folle de mission de retour d'échantillons, il est donc désormais très probable de voir l'Europe lancer une mission vers la petite lune de 504 km d'ici la fin de la décennie 2040. C'est encore loin, je vous l'accorde, mais ça signifie quand même que nous nous approchons de plus en plus de savoir si la vie existe dans le système solaire, si des bactéries peuvent se propager de planète en planète dans un même système, si la vie est tout simplement possible sur Encelade, si elle a tendance à emprunter les mêmes chemins évolutifs, et encore bien d'autres. En bref, beaucoup de choses particulièrement passionnantes nous attendent encore de ce côté. Mais pour atteindre l'espace, vous vous en doutez, il faut un lanceur. Et ça tombe bien car Northrop Grumman et Firefly Aerospace viennent d'annoncer un projet de lanceur moyen qui, avec une capacité d'emport en orbite basse de 16 tonnes, serait un concurrent des Falcon 9 pour beaucoup de lancements. Ce lanceur, qui n'a pas encore d'autre nom que Medium Launch Vehicle, héritera ainsi des technologies développées pour Antares du côté de Northrop Grumman et du petit lanceur Alpha de Firefly, l'occasion pour les deux entreprises de partager leur savoir-faire et de réduire les coûts de développement. Pendant ce temps-là, en Guyane, c'est Ariane 6 qui continue de se rapprocher de son premier vol. Entre l'arrivée de son premier booster le 20 mars sur 4 en total et les essais qui s'enchaînent avec un matériel qui commence à arriver en quantité, vous voyez d'ailleurs ici l'étage central dédié aux essais à gauche et le modèle de vol à droite. Tout ça pour un vol inaugural qui approche désormais à grands pas et est attendu pour le mois de juin. Mais avant ça, en mai, le premier, c'est la capsule CST-100 Starliner de Boeing qui devrait réaliser son premier vol avec équipage vers l'ISS. Mais je reviendrai dessus plus en détail le moment venu, donc encore une fois, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, mais bref. Pour terminer, on allait aussi avoir l'occasion de revenir sur le petit impacteur DART qui avait été s'écraser volontairement sur l'astéroïde Dimorphos, lune de Didymos, en septembre 2022. Eh bien, une nouvelle étude vient montrer un fait assez intéressant. En plus d'avoir réduit la période de rotation de la Lune autour de son hôte de 33 minutes et 15 secondes, la forme de Dimorphos semble aussi avoir été changée par l'impact. Et l'étude de cet impact est particulièrement importante. L'objectif avec DART est en effet de comprendre comment les astéroïdes réagissent aux impacts et comment les dévier si un jour un astéroïde venait à dangereusement menacer la Terre. Et pour ça, le lancement de la mission européenne Hera, qui étudiera le couple d'astéroïdes pendant 6 mois et décollera fin d'année, sera plus qu'importante pour terminer d'investiguer le site de l'impact. Mais ça, encore une fois, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.